Bonjour à tous, bienvenue dans Incarnation, un podcast de Slate.fr. Nous sommes Marie Sala et Stéphanie Chermont. Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît « Non mais attends, ça se passe comme ça en vrai ?» On va tenter de répondre à cette question. Ce mois-ci, nous invitons la plus française des actrices belges, Cécile de France. Dans Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, en salle le 30 octobre, la comédienne incarne Corinne, une ethnomusicienne. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, elle pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée afin de devenir elle-même chamane. Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons proposé à Cécile de France de retrouver Corinne Sombrin, la vraie chamane dont l'histoire a inspiré ce film. Comment Cécile de France et Corinne Sombrin ont-elles travaillé ce rôle? Quand une véritable chamane est à l'origine d'un film, où se situe la frontière entre réalité et fiction? Comment le cinéma s'empare d'un sujet tabou, le chamanisme? Nous avons retrouvé l'actrice et la chamane dans un hôtel à Paris. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Bonjour Corinne Sombrin. Bonjour. On vous a réunis aujourd'hui pour parler du film Un monde plus grand de Fabienne Berthaud. Cécile de France, dans son métrage se déroulant dans les steppes mongoles, vous incarnez Corinne Sombrin, qui est ici présente. Corinne, vous vous attendiez un jour à être incarnée par une actrice comme Cécile de France? Non, pas du tout. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Avec joie, quand le scénario était fait, que Cécile de France a accepté de jouer le rôle, c'était une grande joie. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu terrorisant, savoir que un livre allait être adapté au cinéma. On ne sait pas trop ce qui va devenir, qu'est-ce que le réalisateur va en faire. Donc quand j'ai su que c'était Fabienne Berthaud, dont j'avais vu Pieds nus sur les limaces, je me suis dit ah ouais, chouette. Est-ce que vous étiez présente pendant le tournage du film? En Mongolie, oui, une partie, et puis à Liège, au CHU aussi, en partie. Est-ce qu'en quelques mots, avant qu'on commence à parler vraiment du film, du tournage et avec vous, Cécile de France, vous pouvez nous rappeler votre parcours, donc au départ dans la musique et jusqu'à... Oui, et puis c'est un reportage pour la BBC. Je vis à Londres, c'est en 99-2000, et je dois faire un reportage sur les mystères mongols pour la radio, la BBC World Radio. Donc j'ai pas grande connaissance de quels sont ces mystères mongols à l'époque. Et bien sûr, dans les mystères mongols, il y a le chamanisme. Voilà, donc je pars avec mon mini-disque et mon micro, et puis je demande à une amie mongole, qui est Nara, qu'on voit dans le film, qui joue son propre rôle dans le film, de m'emmener voir des chamans. Donc on part toutes les deux, avec les transports que connaît Cécile maintenant, rencontrer des chamans à la frontière de la Sibérie. Les chamans là-bas entrent en transe au son d'un gros tambour qui fait 1 mètre de diamètre. Il n'y a pas de psychotropes ni de plantes psychoactives. Donc j'ai l'autorisation d'assister à cette cérémonie, et voilà, là il se passe quelque chose auquel je m'attends pas du tout, c'est-à-dire que il y en a 2 en transe dans la pièce le soir de la cérémonie, c'est le chaman et moi. Mais moi je sais pas ce que c'est que cet état de transe. Donc je me mets à bouger, à faire des mouvements, à sauter, et puis finalement à hurler comme un loup. Et j'ai conscience de ce qui se passe. Oui, voilà. Et j'ai besoin de faire ça. Je peux pas m'en empêcher. J'ai vraiment, voilà. Donc je saute sur le chaman. Enfin voilà. Donc vous dites qu'on va en parler après. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Enfin, ça a commencé comme ça, voilà. Cécile de France, vous pensiez un jour être approchée pour ce genre de rôle? Est-ce que vous aviez des connaissances en chamanisme? Est-ce que vous saviez ce que c'était? Ah non, je connaissais rien du tout. J'ai tout découvert, et j'ai eu la chance de pénétrer un univers intéressant, passionnant, et guidée, accompagnée par 2 guerrières, parce que Corinne et Fabienne, voilà, moi je trouve que c'est des femmes fortes. En tout cas Fabienne, pour arriver à faire son film, parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Donc, pourquoi c'est un sujet délicat? Parce que ça parle d'irrationnel, et que dans notre société ultra cartésienne,
Les financeurs, ceux qui détiennent l'argent et qui peuvent nous aider à monter un film, ont peur, je pense, d'un sujet comme ça, comme quand j'avais fait le film de Clint Eastwood qui s'appelait Au-delà, qui parlait des expériences au seuil de la mort. Je sentais bien que notre société occidentale a du mal à parler de ça. Donc voilà, moi je suis artiste, donc quand on est artiste et qu'on travaille sa sensibilité, son intuition, son imaginaire, on est plus apte et plus ouvert d'esprit, je pense, pour expérimenter des aventures comme celle-là. Donc ça a été très enrichissant pour moi. Ça vous intrigue un peu ce rapport à la mort peut-être, ou ces questions-là? Tout le monde, je crois. C'est pour ça que c'est une histoire et un film universel, qui est à la base une histoire d'amour, puisque c'est par amour que Corinne va vivre cette grande aventure. Elle perd son être cher au début de l'histoire et c'est cette quête de retrouver, de rentrer en contact avec l'esprit de cet être cher qui va l'emmener là où elle va aller, mais elle va y aller quoi qu'il en coûte, quoi, avec beaucoup de liberté, de force, de courage. Donc c'est un personnage avant tout cinématographique très intéressant. C'est une vraie héroïne pour moi, à la fois qui vit quelque chose d'exceptionnel. Souvent je pense à Karate Kid. Parce que c'est un peu ça, hein, c'est un parcours initiatique avec des épreuves qui vont la faire grandir, qui vont la faire s'élever, trouver qui elle est vraiment, et être en paix enfin avec elle et avec les autres d'ailleurs. Parce que moi je suis complètement admirative, c'est pour ça que je disais Corinne est aussi une guerrière, c'est que elle voue sa vie à la recherche scientifique et elle apporte son savoir empirique de chamane avec des spécialistes en neurosciences, et notamment Stephen Lorace, qu'on voit aussi dans le film, qui joue son propre rôle. Et elle voue beaucoup de son temps, de son énergie pour ces avancées scientifiques, pour le bien de l'humanité. Donc voilà, c'est donc un personnage à la fois exceptionnel, et puis comme je le disais, aussi quelqu'un d'universel à qui on peut s'identifier, parce que c'est une être humain au départ qui souffre, qui est fragile, qui doute énormément, donc ça questionne beaucoup de choses en l'être humain. Donc voilà, c'est assez complet et complexe. Donc j'étais très intéressée et j'ai été très passionnée. Pour revenir au sujet de base, donc c'est un film sur le chamanisme. Donc on en parle depuis le début, mais en fait c'est quoi le chamanisme? Comment on pourrait le décrire? Alors le chamanisme, c'est arrivé à peu près au néolithique, c'est-à-dire que la fonction du chaman telle qu'elle est vue dans la communauté, avec une spécificité qui est d'aller interroger le monde des esprits. Donc cette fonction, elle est arrivée au néolithique. Donc il y a à peu près 8000 ans, 7000 ans en fonction des cultures. Hein, voilà. Donc toutes les populations dans le monde ont développé un accès à ce monde des esprits. Alors on l'appelle pas chamanisme partout, on l'appelle chamanisme spécifiquement en Sibérie et Mongolie, parce que le mot chaman vient d'une tribu, les Tungus, qui disent saman, voilà, et qui est le rôle du chaman, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on dit chaman à toutes les sauces, mais c'est faux. Hein, voilà. Même les Mongols disent bœuf pour les hommes et Udgan pour les femmes. En Amazonie, on dit curanderos. Enfin voilà, donc chaque culture a une façon d'appeler ça. Mais ça, c'est toujours un accès à ce monde des esprits. Alors moi, je me suis beaucoup posé de questions au départ. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde des esprits? Alors, dans leur tradition, symboliquement, les esprits sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. Alors pour eux, tout ce qui est vivant a ce qu'on appelle un double immatériel. Les anthropologues appellent ça un double immatériel. Et ce double immatériel, c'est avec lui que les chamans vont, grâce à l'état de transe, vont aller communiquer pour obtenir des informations qui vont être utiles à la communauté et auxquelles la communauté n'a pas accès. Donc quand on voit Cécile de France en transe dans le film et elle se connecte donc à un loup et aux esprits. Est-ce que ce double, c'est le loup? Est-ce que ce double, c'est un esprit? Ce double immatériel, c'est l'esprit du loup, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la matière et pour eux, il y a quelque chose qui est immatériel, qui est invisible, mais avec lequel on peut communiquer. J'aimerais faire un aparté sur le loup. Comment on fait? Oui, comment vous avez fait Je voulais faire le loup à ce micro. J'ai peur d'être ridicule parce que je ne suis pas en transe. C'est sûr, vous serez ridicule. Oui, voilà. Cécile de France, comment vous avez fait pour pas être ridicule en faisant le loup? Parce que pour le coup, ça confonde complètement la réalité. Là, le film va au cœur de ce qu'a vécu Corinne. Alors, c'est une chance incroyable pour une comédienne de pouvoir utiliser son corps, ses cordes vocales, ses muscles, tout notre outil premier
qui, moi, m'a servi beaucoup puisque je viens du théâtre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'étais un petit peu frustrée qu'on sépare en fait le corps et la tête, un peu d'ailleurs comme dans notre société, encore une fois. Et là, dans ce film, j'ai pu exploiter toute la force animale que nous avons tous en moi. Et encore une fois, quand on est comédien, on apprend ça dès les premiers cours de théâtre. Donc, soyez une flamme, soyez une plante, soyez un animal, soyez un loup. Et il y a vraiment, c'est le b.a.-ba de tous les comédiens, tous les apprentis comédiens. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça l'est dans le monde du cinéma. Mais quand ça se présente à vous, c'est d'abord beaucoup de plaisir et l'occasion inespérée d'exprimer par son corps beaucoup de choses. Et donc cet état de conscience modifié qu'est la transe vous fait bouger tout le corps et non pas seulement, c'est pas que mental ou spirituel. C'est vraiment quelque chose de très organique. Vous avez aidé Corinne justement à essayer de faire en sorte que ce soit le plus proche de la réalité pour Cécile de France. Comment se passe une transe? Est-ce que vous l'avez guidée? Oui, bien sûr. Mais nous, on a démontré par nos recherches que la transe est un potentiel en chacun de nous. Donc au travers des états modifiés de conscience, qui sont pas que la transe, qui sont aussi la méditation, l'hypnose, toutes les expériences de mort imminente, les rêves, tout ça sont des états modifiés de conscience. On en vit tous naturellement. Et évidemment, quand un comédien est en train de jouer, vous savez, quand il y a le silence dans la salle, où tout le monde est en attente, c'est quand le comédien est vraiment déjà dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'il se regarde pas jouer et il a vraiment changé d'état. C'est de la concentration. C'est plus que de la concentration, c'est-à-dire que dans cet état-là, le comédien ne voit plus le temps passer, il a plus de force, il ressent pas la douleur. Et quand on change de niveau, quand on va un peu plus profondément, on a cet accès aux informations dont parlent les chamans. Voilà. Donc il y a différents états et profondeurs d'états modifiés de conscience, dont la transe fait partie. Comment on en ressort d'un film comme ça, parce que effectivement c'est plus qu'un simple rôle, c'est plus que jouer. C'était ma question un petit peu après. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu de singer aussi si on doit jouer quelque chose qui doit être ressenti? Comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que justement vous avez vécu une expérience ou est-ce que vraiment vous étiez dans votre travail, Cécile de France? Les deux. C'est-à-dire que Fabienne Berthaud avait cette volonté de ne pas faire de ce film un documentaire, mais une vraie fiction, un vrai film romanesque, une vraie histoire d'amour. Corinne a eu l'intelligence, d'offrir son sujet à une réalisatrice qui est une artiste, qui traite le son, les images, qui nous offre à nous spectateurs du vrai beau cinéma. Et donc, oui, ça a été une expérience à la fois très enrichissante, mais à la fois artistiquement, parce que quand on est entre les mains de Fabienne Berthaud, qui est une réalisatrice unique en son genre, puisque elle cadre elle-même en compagnie de Nathalie Durand. Elles sont donc deux à avoir leur caméra et Fabienne bouge pendant les prises, parle pendant les prises, vous donne des indications pendant que ça tourne. Donc ça déjà c'est assez exceptionnel. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité, une intuition si forte, si intense, que il n'y a pas de place pour la fabrication et le faux. Donc elle va, avec beaucoup d'exigence, et ça, j'adore ça, aller vraiment chercher en vous ce qu'il y a de plus fort, de plus beau, de plus... Elle est dans une quête comme ça, sensuelle d'ailleurs, d'une grâce. Donc moi j'ai carrément pu apprendre des choses encore, on apprend toujours, mais dans mon jeu d'acteur, j'ai vraiment pu encore m'améliorer grâce à sa direction. Donc ça a été incroyable. Après j'ai grandi aussi, j'ai l'impression philosophiquement, parce que ça m'a fait réfléchir sur plein de choses, sur l'invisible, sur les capacités inexplorées du corps humain, sur les limites de nos certitudes, sur les limites de nos sens ordinaires, sur le lien que nous avons rompu avec la nature. Donc ça, c'est très très vaste en fait. Un sujet comme celui-là vous ouvre vraiment très très grand l'esprit. Et puis humainement, parce que nous avons tourné avec ce peuple, un des derniers peuples nomades de Sibérie, ils s'appellent les Tsatanes, ils sont dans le film, ils ne sont pas acteurs, mais ils sont encore plus beaux que des acteurs.
Et ils nous ont appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en les regardant, tout simplement parce qu'ils vivent en lien très étroit avec la nature. Et cette interdépendance avec la nature, nous l'avons perdue. Toute leur vie est en harmonie avec la nature, puisque ils se déplacent en fonction du lichen dont se nourrissent leurs reines. Ils dorment habillés parce que la nuit, il peut y avoir une attaque de loup. Il fait moins 40, donc ils sont dans leur tipi, sont collés les uns aux autres. Ils savent tous chanter, faire d'un instrument. Les veillées le soir sont des moments exceptionnel de rassemblement avec les enfants qui s'endorment au coin du feu. Je pense ils ont gardé de nos ancêtres toute la richesse et tout le potentiel de l'être humain, et sans être, on va dire, parasité ou pourri par l'argent, par le béton, par tout ce qui ronge notre société. Oui, ils m'ont servi d'exemple pour ma vie à moi presque. Donc je me suis sentie enrichie de beaucoup de choses grâce à eux. Puis il y a ce rapport à la nature au travers du monde des esprits, justement, ce double immatériel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va jamais prendre une décision sans demander d'abord à ces esprits si c'est cohérent et si c'est en harmonie avec l'équilibre global. Voilà, nous, en Occident, on a une vision égocentrée des choses. C'est-à-dire, c'est je décide de mon destin. Vive moi. Et là-bas, on décide de son destin à condition que ce soit en accord avec l'équilibre global. Donc on demande aux esprits qui, eux, sont censés avoir une vision plus large que la nôtre égocentrée, et donc ça c'est très enrichissant pour nous parce que ça nous donne un regard complètement différent sur c'est pas moi qui décide, enfin je veux dire je suis pas tout seul, il y a pas que moi je peux demander l'avis de l'ensemble, voilà, parce que si on fait quelque chose, qu'on décide quelque chose et que ça crée une dissonance, tout le monde va le payer. Et là on réalise à quel point on est interdépendant, et pas qu'avec les humains, avec les arbres, avec les animaux, avec tout ça, et c'est ce rapport là qui est très très enrichissant pour nous. Et donc vous, dans toutes les années que vous avez passées là-bas, vous avez passé combien de temps pour devenir chamane parmi eux ? 8 années, mais de façon alternée. Hein. Mais donc, au bout d'un moment, il passait par vous pour avoir l'avis des esprits ? Oui, bien sûr, j'ai dû faire des cérémonies. Oui, la chamane m'a confié le tipi parce qu'elle allait voir d'autres personnes et puis elle m'a confié le tipi. Oui, alors, qu'est-ce qui se passait, par exemple ? Venez vous demander est-ce que je peux partir ? La première fois que j'ai fait une cérémonie, donc il y avait la fille de la chamane qui était mon assistante, parce que quand le chaman est en transe, il peut tomber, se cogner sur le poêle avec le feu au milieu du tipi. Et donc l'assistant est toujours là pour tenir le chaman pendant la transe. Quand les premiers sont arrivés, le premier qui s'adresse à moi, il fait mais. Je dis je comprends un peu le mongol, mais là je comprends pas. Il avait l'air un peu saoul quand même. Donc je vais voir la copine et la fille de Inktuya, et elle me dit écoute, il va falloir que tu fasses le rituel pour les alcooliques parce que il est alcoolique et il fait mais parce qu'il va te donner une chèvre si tu réussis le rituel et s'il arrête de boire. Heureusement qu'il y avait la traduction. Oui, heureusement qu'il y avait la traduction. Voilà, donc j'ai dû faire ce premier rituel que j'ai appris. Eux m'ont appris tous les rituels qu'on fait dans telle situation ou telle situation. Voilà, donc j'ai dû faire le rituel. Alors ça consiste à leur donner à boire de la fiente de mouette. C'est sûr, quand on a bu ça, on n'a plus envie de boire rien du tout. Hein. Vous en avez pas avec de l'eau pure, ça va. Vous n'avez pas bu de fiente de mouette. Voilà, donc tout ça est assez. Mais il y a une portée symbolique très très forte, en plus du goût de la fiente de mouette, bien sûr. Mais il y a une portée symbolique très forte dans le rituel. Hein. Le rituel, à condition bien sûr d'y adhérer. Voilà, donc ma première expérience de. J'ai gagné ma chèvre quand même. Elle est où votre mais quand même, elle est restée là-bas. Elle est restée là-bas. Mangé depuis. Mais il a repris, il a arrêté de boire pendant 15 jours et puis il a recommencé. Ouais. Cécile de France, quels sont les passages de ce tournage qui vous ont le plus marqué ? Est-ce que vous avez eu des scènes qui ont été un petit peu plus impactantes ? Alors bien sûr, les scènes de transe qui sont filmées par Fabienne d'une manière très organique comme ça. On est vraiment dans une expérience physique. Et donc pour moi aussi, ça a été une expérience intense. Et puis c'est Corinne en fait qui fait la doublure de la chamane. Donc la chamane qui joue dans le film est la seule actrice mongole qu'on peut voir dans le film. Et pour les scènes de transe, la chamane porte une sorte de masque.
Et dès qu'on ne voyait plus le visage donc de cette actrice, c'est Corinne qui rentrait en transe et qui pouvait donc du coup porter ce tambour qui est très lourd parce que c'est pour l'actrice c'était trop lourd et c'est vraiment une performance physique presque. Donc il fait 8 kilos. Donc c'était Corinne qui battait le tambour et lors de notamment la première scène de transe qu'on voit dans le film, je pense que chaque fois que Corinne va taper sur un tambour, je rentre vraiment en transe. Encore aujourd'hui ? On l'a pas Oui, le tambour. J'utilise pas le tambour tellement. Oui, voilà, elle l'utilise plus. En revanche, elle a fabriqué une boucle sonore qui est très efficace aussi, qui permet à 80 ou 90% des gens qui l'écoutent à rentrer en transe. Donc ça a été à la fois extraordinaire, vous savez, c'est à la fois oui, une expérience unique et en même temps quelque chose presque de familier en fait. À chaque réveil de cet état-là, d'abord on ne se sent pas dépossédé de ses moyens, on est totalement conscient, à l'inverse de quand on prend des psychotropes ou de l'ayahuasca ou des choses comme ça. Là on est totalement conscient, on peut arrêter même, enfin je sais pas si on peut l'arrêter, mais il y a, comme le disait Corinne, un besoin irrépressible de vivre cette expérience, de voir des choses, votre corps se met à bouger, mais chacun le vit de manière différente. Et puis à la fin, quand on revient à cet état normal, on se sent réinitialisé presque. Et un sentiment, en tout cas en ce qui me concerne, un sentiment de quelque chose, oui, de familier, comme si mes ancêtres aussi pratiquaient cet état-là. Je ne sais pas, on ne le saura jamais puisqu'ils ne sont plus là, mais en tout cas, quelque chose d'universel, d'intemporel, en lien aussi avec sur le continent africain, américain du Sud, enfin voilà, en Asie, en Australie, je pense que c'est aussi quelque chose. Il y a que nous, blancs occidentaux, qui ne pratiquons plus ça, mais c'est pas quelque chose de si dingue que ça en fait. Mais justement, certes, nous avons coupé beaucoup de liens avec ce genre de pratiques, mais j'ai l'impression qu'on y retourne beaucoup, que ce soit les médecines alternatives, l'ésotérisme, la méditation, le yoga kundalini, on peut même dire que c'est à la mode aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, on commence à accepter tout ça et à presque le pratiquer, même dans les grandes villes comme ici, Paris. Les gens en ont besoin. On a deux formes d'intelligence, enfin au minimum. Il y a la pensée analytique, donc avec laquelle on va construire une pensée, on va dire je suis ci, je suis ça, je vais réfléchir. Et puis il y a ce qu'on appelle l'intelligence perceptive, qui elle correspond à l'intuition, correspond à toutes les formes d'intelligence qui vont nous connecter à autre chose qu'à nous, et à nous aussi, mais de façon différente, pas de façon analytique. Alors on a tellement développé en Occident, nous, tout le temps réfléchir, avoir le nez en l'air et rêvasser. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, les gens, avec le stress qu'on a tous les jours, les gens ont besoin d'aller embrasser les arbres, tout simplement. Donc ils ont besoin de vivre des expériences qui vont les reconnecter à autre chose qu'eux-mêmes et que leurs problèmes. Vous comprenez quand même parfois que des gens trouvent cette pratique folle. Vous comprenez en fait le fait qu'on n'y adhère pas, qu'on n'y croit pas, parce qu'en fait on est dans une culture où, comme vous disiez, Cécile de France, finalement on est un peu pris dans des carcans. Vous comprenez ça, ce doute, ce tabou là encore. Mais il faut voir quelqu'un en transe et on a bien sûr, on se dit oulala, oui, mais quelquefois c'est calme, quelquefois c'est impressionnant, surtout quand on se met à ce qu'ils appellent la transe de possession, c'est-à-dire à posséder, où on a l'impression d'être un animal ou un personnage ou quelque chose qu'on n'est pas habituellement. Donc c'est impressionnant. Et c'est pour ça que c'est pas étudié par les neurosciences. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal vraiment à emmener ça dans les neurosciences. Parce que c'est considéré, et ça ressemble beaucoup à certains épisodes de psychiatrie, parfois. D'accord ? La différence, c'est que quand c'est une transe, on en revient sans séquelles. Quand c'est un problème d'ordre psychiatrique, la personne reste bloquée dans cet état et il y a des souffrances que ça peut générer. Mais bien sûr, ça fait peur. Voilà, donc c'est le travail qu'on essaie de faire, nous, de dédramatiser tout ça, parce que ces états modifiés de conscience, ces trans, vous les avez tous vécus dans des situations d'urgence, dans la mesure où tout d'un coup, face à une urgence, vous vous mettez à avoir plus de force, à plus sentir la douleur, et à faire des gestes que vous n'avez pas décidé de faire, qui se font tout seuls, et ben vous vivez un état de transe.
Mais la médecine va dire que c'est des réactions liées aux hormones, par Mais exemple. bien sûr, mais c'est ce qu'on va étudier, ça. C'est ce qu'on étudie dans les neurotransmetteurs. On a un projet de recherche avec le professeur Francis Tolel, sur le déplacement des neurotransmetteurs et quel est le jeu des neurotransmetteurs dans l'état de transe. Voilà, donc bien sûr, il y a des réactions chimiques qui sont dues à tout ça. Et on se rend compte que ces réactions chimiques, elles peuvent être produites non pas uniquement par des psychotropes ou des inductions qui peuvent être la danse, le tambour, mais qu'on peut les produire juste par la volonté. C'est le travail qu'on fait aujourd'hui. Cécile de France, j'imagine que vous avez été très proches aussi toutes les deux pendant le tournage. Moi, en quelques minutes avec Corinne, j'ai l'impression déjà d'être partie loin. Comment on sort d'un tel film ? Est-ce que vous y pensez encore, là, aujourd'hui ? Ah bah oui, là, j'y pense tous les jours parce que c'est la promo. Alors, donc, non, mais c'est un bonheur d'en parler, puis de parler aussi de la nature, en fait. C'est une ode et un hymne absolu à la nature, ce film. Fabienne réussit avec ses yeux de poète et son âme d'enfant, on va dire, elle réussit vraiment à filmer avec tellement de sensualité n'importe quoi, que ce soit l'être humain ou un troupeau de chevaux au galop. Tout de suite, ça vous fait monter les larmes aux yeux. Donc, un avion, pas un avion justement, s'il n'y avait pas d'avion là-bas, alors on pouvait filmer le ciel et elle pouvait filmer juste le vol d'un oiseau, la force amicale d'un arbre. Elle a réussi avec son intuition à vraiment partager avec le spectateur, transmettre toute la force, tout ce que notre imaginaire arrive à trouver de ce qui nous connecte en fait avec un animal, un cours d'eau, un caillou, un animal, les végétaux, enfin tout ce qui constitue la nature et dont nous faisons partie aussi, nous faisons partie du grand tout. Et donc Fabienne filme aussi tellement bien l'être humain. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de chance d'être filmée par elle. Justement, pour revenir à votre rôle, on voit quand même au début, avant de vivre tout cet émerveillement, ce retour à soi, il y a beaucoup de douleur. Vous êtes brisée dans le film, vous étiez sûrement brisée aussi dans la vie, Corinne. Et on voit que votre sœur, interprétée par Ludivine Sagné, met en parallèle votre douleur, le fait que vous êtes faible et brisée, avec ce qui vous arrive là-bas. C'est-à-dire que oui, si vous êtes sensible et si vous devenez un loup, c'est parce que vous êtes faible et donc folle et donc plus propice à tomber dans ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Par exemple, donc le personnage de la sœur n'existe pas dans le livre et dans la Corinne. Tu n'as pas de sœur ? Non. Voilà. Je ne sais pas en tout cas. Peut-être. Mais Fabienne a pensé créer ce personnage pour donner la réalité, c'est-à-dire refléter la vision de notre société cartésienne, rationnelle, qui juge et qui se positionne par rapport à tout ce qu'on voit dans le film, tout ce que s'autorise en fait Corinne, parce que finalement elle s'autorise à sortir du rang, à désobéir d'une certaine manière face à cette société-là, la nôtre. Quand je vous posais la question de est-ce qu'on en sort en fait de ce genre de film, c'est est-ce que pendant le tournage ça vous a pas en fait rappelé aussi votre quotidien, peut-être vos morts, je sais pas. Est-ce qu'on en sort en tant qu'humaine ? Qu'est-ce que ça vous a fait ce film ? Moi, de manière générale, sur tous les rôles que j'ai pu interpréter, je fais une séparation hygiénique entre ce que je suis moi, dans ma vie privée, dans mon histoire, dans ma psychologie à moi, et mon personnage. Moi, mes personnages et les films que je raconte, c'est ma part de création. C'est là où je vais m'amuser, tout simplement, de manière assez ludique et enfantine, pouvoir créer et raconter une histoire. Donc, en fait, je ne fais aucun lien avec ce que je suis moi. Après, il y a des choses qui m'ont enrichi très profondément et des choses exceptionnelles qui se sont passées dans mon corps, mais je ne vais pas le divulguer à tout le monde. Vous êtes forte, hein, parce que vous distinguez en fait le perso du pro, entre guillemets. Mais j'ai appris en fait, ma toute première expérience où je n'ai pas séparé justement la fiction et la réalité, je l'ai payé. Ça m'a perturbée énormément, du coup mon personnage, j'avais 12 ans, donc on comprend en même temps, mais je me suis rasé la tête pour couper avec ce personnage, et depuis, évidemment, comme je m'aime beaucoup, eh bien, je me suis toujours dit que c'était pas la peine de se raser les cheveux à chaque fois après un rôle. Donc nota bene, si vous vous rasez la tête un jour, on saura. Voilà, c'est que j'ai pas réussi à couper.
Corinne, vous vouliez dire quelque chose par rapport à la question de Marie sur... La faiblesse psychologique qui entraîne plus facilement vers ce genre de pratique. Oui, alors on pense que c'est une forme de folie, mais en fait ce sont des stratégies de survie qui sont proposées par le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va nous mettre dans ces états modifiés de conscience pour laisser le corps exprimer ce qu'il a exprimé. Alors ça paraît un peu fou parfois, mais en fait ce sont des stratégies de survie qui sont hyper importantes et qui permettent d'exprimer un trauma, qui permettent d'exprimer la douleur qu'on peut ressentir et qui permettent de l'exprimer sous différentes formes. Donc forcément ce sont des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont pas dans la norme, mais qui devraient le devenir parce que c'est vraiment des processus vraiment de réparation. C'est ce que vous avez vécu ? Oui. Oui. Et moi, pendant les premières transes, j'avais l'impression de me transformer. J'étais un loup. Il y a eu d'autres animaux aussi, mais surtout, je me frappais. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je me frappais, ça a duré longtemps et le chaman me disait quand tu auras ton tambour, tu taperas sur le tambour, ce sera mieux. et je n'ai toujours pas compris pourquoi ça, mais un jour ça s'est arrêté. Voilà. Je me suis plus frappée et voilà. Donc on comprend pas pourquoi, on n'a pas les raisons encore de tout ça, mais ce sont des processus de réparation qui sont importants avec des gestes, avec des sons, avec des impressions de se transformer, un petit peu comme dans les arts martiaux. Quand on vous apprend à être un tigre, c'est-à-dire qu'on prend la sensation de cet animal. La transe nous apporte ça naturellement. Et en général, les transformations qui s'opèrent sont les fréquences dont on a besoin, en fait, dont le corps a besoin pour se réparer. On revient au karaté. Hein. Ouais, c'est Karate Kid, cette histoire. Et vous avez retrouvé tout ça dans le film quand vous l'avez vu ? Vous avez ressenti ce que vous avez ressenti, vu ce que vous avez vu Alors moi j'ai vu quelque chose qui était magnifique. Je pense que rares sont les auteurs qui sont contents d'une adaptation d'un livre. Là c'était un peu ma vie aussi, mais là vraiment je trouve que ça a été magnifié, que Fabienne a apporté une dimension qui est dans l'invisible. Elle a su filmer ce que disait Cécile. Elle a su filmer l'invisible. Et ça pour un réalisateur, moi je tire mon chapeau vraiment. Et on est plongé dans cette nature. Et c'est magnifique. Vous auriez un dernier message à faire passer l'une et l'autre sur le chamanisme, sur l'objet du film ? Ce film, avec tous ses ingrédients purs et essentiels, ça provoque un effet de catharsis, en fait, très étrangement. Les larmes qui sont provoquées par ce film ne sont pas des larmes de tristesse ou de joie, c'est au-delà. C'est des larmes qui vous purifient, qui vous font du bien, qui vous élèvent. Et c'est ce que j'ai ressenti, donc tout ça pour dire aux gens d'aller le voir, parce que vraiment, ça nous fait grandir. Ce film nous fait du bien, je crois. Et vous, Corinne ? Moi, je dis que le titre est parfaitement trouvé, Un monde plus grand. C'est ce qu'a réussi Fabienne et Cécile dans ce film, c'est-à-dire nous toucher et essayer de répondre aussi à des questions auxquelles notre Occident ne répond pas, la mort. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu quelqu'un ? Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je vois un petit moucheron à côté de moi et puis je dis, c'est toi ? Vous voyez, ça m'est arrivé, ça, après la mort. Et donc, on a un rapport à la mort ici qui est complètement tabou, alors que là-bas, on est autorisé à dire que oui, ça continue, oui, il reste quelque chose du mort, et que non seulement il reste quelque chose, mais qu'on peut communiquer avec lui. Donc moi, ça m'a fait peur au début, mais j'ai été irrésistiblement attirée par cette conception du monde qui est plus grande et qui ne rejette pas des choses que notre pensée analytique rejette, parce qu'on la comprend pas. Là-bas, on prend tout dans sa globalité, et on essaie de l'aimer, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, les neurosciences comprennent ça ? On peut dire que les neurosciences n'ont pas dit qu'il n'y avait rien après la mort. Vous n'aurez aucune publication qui vous dira qu'il n'y a rien après la mort, d'accord ? Donc, ce n'est pas prouvé. Donc, on peut toujours dire qu'il y a quelque chose qui reste, en tout cas, même une information, une fréquence, c'est quelque chose qui reste. Il faudra le démontrer. Pour l'instant, ils n'ont rien démontré. Et vous en êtes où à propos de ça, d'ailleurs, les recherches ? Il me semble que ça fait 10 ans que vous avez fait rentrer le chamanisme dans les neurosciences. Non, ça fait 15 ans. 15 ans, là. Ouais. Ça fait 18 ans, cette histoire, quand même. Là, le film se passe il est situé en 2007, mais en fait, c'est en 2001. Et donc, nos deux avancées primordiales, on a démontré que la transe est un potentiel en chacun de nous. Les outils qu'on a développés permettent de mettre 90% des gens en transe. Et non seulement on peut accéder à la transe, mais on a démontré qu'on pouvait y accéder très facilement juste par la volonté. Donc aujourd'hui, on est capable de mettre des gens en 4 jours, en un jour en transe, et en 4 jours, ils sont capables d'induire la transe par la volonté, de l'auto-induire. Voilà.
Donc, ça peut faire des applications thérapeutiques, des études, des recherches, ce qu'on fait avec le CHU de Liège, avec Steven Loreis, et pour étudier, sur des cohortes de transeurs, quelles en seront les applications thérapeutiques. Ce sera la prochaine étape. On peut peut-être laisser des petits sons avant le film ou après le film pour mettre les gens en transe ou essayer de... Voir tout le monde qui tombe en transe dans le métro en écoutant le podcast. On attend la suite. Ils vont tomber en transe. Ils vont. En tout cas, moi, ça me donne envie d'essayer d'écouter pour voir ce que ça fait, ne serait-ce que juste physiquement. Mais ça va pas vous étonner parce qu'il y a forcément des gestes que vous avez déjà vécus, des moments que vous avez déjà vécus. Vous ne saviez pas que c'était déjà une transe, mais en fait, c'en était une. Donc souvent, c'est ce que dit Cécile. C'est pas impressionnant, c'est juste qu'on se met, on devient l'observateur d'un phénomène qui se passe, mais c'est l'observateur de processus infraconscients qui nous habitent en permanence, mais dont on n'a pas conscience parce que c'est bien fait. Voilà, donc ça nous habite en permanence. Alors quelquefois, on a accès à ça, et donc c'est pas trop étonnant. Merci Cécile de France. Merci beaucoup. Merci Corinne Sombrin. Merci. Merci à vous deux. Le film Un monde plus grand de Fabienne Berthaud sort le 30 octobre prochain dans nos salles. On espère que cet échange entre Cécile de France et Corinne Sombrin vous aura apporté quelques éclairages entre cinéma et réalité. C'était le 2e épisode d'Incarnation, un podcast Slate.fr. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau film, de nouveaux invités et un nouveau sujet de société. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur Slate.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et à nous faire des retours sur ce 2e épisode. On vous espère très nombreuses et nombreux pour le prochain.